Parce que dans la folie, il y a aussi quelque chose d'extrêmement beau. Il y a quelque chose d'extrêmement lumineux. Il y a de la souffrance, on ne peut pas l'enlever. Je ne suis pas en train de dire que la folie, c'est pas de la souffrance. Mais même dans la souffrance, il y a quelque chose d'extrêmement puissant, d'extrêmement beau, qui vient aussi dire, au fond, ce que nous sommes vraiment. Ce qu'il y a au fond, dans l'abîme de notre cœur. Un des axes aussi du livre, et là tu marches vraiment sur un fil. Pour une part, la folie, c'est une faille dans le contrat collectif du réel plutôt que d'un individu défaillant. Oui. Bonjour, bienvenue dans Dialogue. Je suis Fabrice Médal, le philosophe plein d'enthousiasme qui aime partager ses passions avec vous, auteur de nombreux livres, dont Suis-je hypersensible et Les princesses ont toujours raison. Ah oui, les princesses ont toujours raison. Si vous écoutez ce podcast, c'est que vous partagez sans doute cette conviction qui est au cœur de tout ce que je vous propose. Dans la vie, il y a des moments difficiles, il y a de la douleur, il y a des ruptures, il y a des moments où on a peur, et il faut arrêter de dire des conneries à ce sujet. Il y a des épreuves, et quand quelqu'un dit la vérité, c'est merveilleux, c'est éclairant, ça donne un chemin, et on se sent entendu et écouté dans nos propres difficultés, qu'elles soient légères et momentanées, ou plus graves. Eh bien, dans cet épisode de Dialogue, je reçois Sabrina Philippe, dont le dernier livre, son roman, m'a profondément ému pour la radicalité avec laquelle elle cherche à dire la vérité. Bonjour Sabrina. Bonjour Fabrice. C'est très très émouvant de te rencontrer parce que lire ton livre, c'est vraiment une expérience très très émouvante. C'est un peu le sens d'un roman. Moi, j'en lis peu. Moi, je suis plus dans les essais, des livres de philosophie ou des livres où on apprend des choses. Là, on rentre dans une dimension très profonde, intense et émotionnelle. Donc, c'est assez émouvant de partir de là, parce qu'au fond, c'est en entrant dans l'émotion que quelque chose se libère et s'éclaire, si je comprends bien ce que tu essayes de faire dans tes romans. Et ton roman essaye de nous faire entrer dans cette expérience, nous faire sentir qu'on est dans le monde, la plupart d'entre nous, un peu perdus, qu'on nous demande de faire semblant, et que parfois ce décalage nous rend fous. Exactement. C'est très bien résumé. Merci Fabrice. C'est exactement ça. On essaye tous de faire semblant. On essaye tous de se calquer sur la norme en permanence. Et c'est un exercice extrêmement difficile. Mais tout petit déjà, c'est très difficile. Et ça, je trouve très beau qu'on puisse dire ça. Parce qu'au fond, c'est un peu ça ce que tu essayes de faire dans ce livre. C'est qu'en général, on le sent tous, ça, mais on ne doit pas le dire. Donc il y a double peine. 1, on doit faire semblant. Et 2, on doit faire semblant qu'on n'est pas en train de faire semblant. C'est ça. Et puis après, on oublie, peu à peu, avec l'âge. On oublie qu'on fait semblant On de oublie faire qu'on semblant. fait semblant de faire semblant. Mais ça reste pour autant. Et ça nous fait souffrir toujours. Comment, par quel chemin tu en es venu à vouloir entrer dans cette question, qui est une question... Voilà, c'est pas facile de percer le mur du semblant. Qu'est-ce qui t'a donné envie? Qu'est-ce qui t'a poussé? Oh, sans doute parce que j'ai beaucoup fait semblant moi-même. Et qu'il m'a fallu du temps pour arrêter de faire semblant. Tout en sachant qu'il faut toujours s'adapter quand même. Oui, parce que oui, c'est clair. C'est pas... Ton propos n'est pas arrêtons de faire semblant, parce que ça n'a pas de sens. On ne peut pas faire autrement que de vivre dans une société, etc. Mais c'est se permettre nos différences à l'intérieur. Se permettre d'exister différemment vis-à-vis de soi. Et arrêter de se fustiger en se disant « mais là, j'y arrive pas. C'est trop compliqué, la marche est trop haute. » Comment on je pose la question parce que moi, c'est tellement loin de moi. Comment on en vient à écrire un roman à partir de cette énigme-là? Pour moi, c'est un peu particulier, l'écriture de romans. C'est un processus aujourd'hui que
je connais bien. Ce sont les personnages qui me parlent. Donc je peux dire plein de choses a posteriori sur ce que j'écris, mais ça serait faux. Yvan, puisque c'est le personnage, un des personnages principaux, est venu me parler. Avec son phrasé. Je l'ai entendu, moi, dans ma tête. Il est venu m'expliquer ce qu'il vivait, sa vie. Alors, est-ce que ça se nourrit, bien sûr, de... Parce que je suis psychologue, donc est-ce que ça se nourrit de ce que j'ai entendu, forcément? Mais j'en viens souvent à penser que mes personnages vivent ou ont vécu quelque part. Bah, c'est un peu... je comprends ce que tu dis. C'est sûr que donc, moi, la plupart du temps, quand je lis un roman, mais bon, moi, ça m'ennuie au plus haut point en général. J'aime pas. En plus, je trouve que j'aime pas trop les histoires. Mais c'est sûr que tes livres à toi sont très différents. Je pense qu'il y a vraiment ce côté. C'est sûr que je me souviens, j'ai lu un de tes précédents livres que tu as publié en 2017. Tu verras, les âmes se retrouvent toujours quelque part. Et les personnages m'habitent encore. Et je me disais, avant de faire notre entretien, mais quand même, c'est tout à fait étrange. Pourquoi la plupart des romans que je lis, je les ai oubliés. Et les personnages de tes romans ont une sorte de présence. Je les sens. Et donc, ce que tu dis, je comprends qu'ils viennent te visiter. Parce que on sent par rapport à des gens qui inventent des personnages. Et voilà, mais chez toi, on sent une sorte de densité, de gravité, d'étrangeté et de vérité qui vient sans doute de la manière dont c'est eux qui viennent te visiter. C'est eux qui viennent me chercher. Bon, ben là, tu as dû vivre une expérience pas évidente parce que Exactement. C'est des personnages. On va pas raconter l'histoire parce que moi, j'aime pas ces entretiens où les romanciers racontent l'histoire parce que quand on l'a pas lu, c'est ennuyeux. Et donc, par contre, ce que je pense intéressant pour tous ceux qui nous écoutent, c'est de comprendre un peu chacun des personnages, ce qu'ils nous disent là de ce défi qu'ils ont vécu, qu'on a à vivre, et comment ça peut éclairer cet abîme. Comment réussir à faire face. Il y a un autre point qui me semble frappant de ton travail, c'est l'immense compassion que tu as pour ceux qui ne parviennent pas à habiter la normalité. Et là aussi, ton livre est salutaire et on a envie que beaucoup de gens le lisent parce que le rapport habituel qu'on a, c'est qu'on a un rejet. On a peur. Et toi, tu essayes un aspect de ton livre, je ne sais pas si tu es d'accord ou pas. Oui, tout à fait. Un aspect de ton livre, c'est le contraire. Oui. Oui, parce qu'on a peur de ce que l'on ne connaît pas, déjà. Donc, en connaissant mieux, on a moins peur. Ça, c'est la première chose. Mais aussi, je pense que on a peur d'être fou, nous-mêmes. On a peur de notre propre folie. C'est pour ça qu'on vient se rassurer tout le temps. Est-ce que je le fais bien? Est-ce que je l'ai bien fait? Est-ce que je l'ai bien dit? Est-ce que j'ai raison de penser ce que je pense? On a peur, nous-mêmes, d'être au bord de l'abîme. Il ne faut pas avoir peur? Non. Pourquoi il ne faut pas avoir peur? C'est terrifiant, la folie. Pourquoi on ne devrait pas avoir peur de la folie? Parce que dans la folie, il y a aussi quelque chose d'extrêmement beau. Il y a quelque chose d'extrêmement lumineux. Il y a de la souffrance, on ne peut pas l'enlever. Je ne suis pas en train de dire que la folie, c'est pas de la souffrance. Mais même dans la souffrance, il y a quelque chose d'extrêmement puissant, d'extrêmement beau, qui vient aussi dire, au fond, ce que nous sommes vraiment. Ce qu'il y a au fond, dans l'abîme de notre cœur. Et donc, au fond, en voulant... Après, il y a deux pôles. Il y a le pôle de la folie, qui est douloureux, et qui est une expérience un peu limite, d'essayer de trouver une forme de lumière et d'authenticité. Et l'autre pôle, c'est la normalité grise. On est tellement rentré dans le moule qu'on n'est plus vivant. Et au fond, il faut trouver un équilibre entre les deux. Et bien sûr, des moments, on doit passer par la normalité et des moments, on doit passer par la folie. C'est cet équilibre qui rend... qui signe notre humanité. Et nous acceptons tous cette normalité un peu, comme je dis, un peu grise. Et on est
Donc au fond, lire ton livre, c'est approcher l'énigme de notre propre folie avec tendresse. Exactement. Et c'est le cas de ce roman, comme les autres d'ailleurs souvent. Ce sont des personnages qui sont souvent au bord de l'abîme. Tu as travaillé en hôpital psychiatrique. Donc Oui, c'est important, je pense, de le rappeler pour montrer que c'est pas une élucubration. Tu as été en rapport à la souffrance. Et ça habite enfin, ça nourrit ta compassion pour la souffrance d'avoir. ma compassion et je l'espère ma justesse. Pour moi, et même en tant que lectrice, ça m'est vraiment insupportable, parce que je suis une grande lectrice aussi, et j'aime bien lire des romans. Il y a une chose que je ne supporte pas, c'est quand ce n'est pas juste. Et la souffrance, il ne faut pas la travestir, il ne faut pas la tromper. Oui, c'est très bien que tu dis ça. Je pense que c'est vraiment ce que fait ton livre. Et ce qui me semble tellement important, c'est de ne pas faire semblant par rapport à la souffrance. Au fond, ce que j'ai souvent, qui est un peu un des fils rouges de ce que je fais dans ce podcast, c'est d'arrêter ce discours. Vous appuyez sur un bouton et vous n'allez plus souffrir. Exactement. Tout être humain souffre et avoir un rapport plus adulte à sa souffrance, c'est ça le chemin d'une vie et c'est ça qui peut nous aider. Et la souffrance, on l'a plusieurs fois dans notre vie, parfois en continu d'ailleurs. On est quand même beaucoup dans une société justement hyper normée, où même la folie est encadrée. On est dans l'année de la santé mentale. Et ceux qui en parlent bien souvent ont un discours eux-mêmes un peu successful. C'est ça. Oui, en fait, comme si le fait d'aller mal et de souffrir était une faute et pas une part de l'existence humaine. Regardez comme je m'en suis sortie, finalement. Et je pense que c'est encore plus culpabilisant. C'est-à-dire qu'on parle de souffrance, mais regardez comme je m'en suis sortie. Je suis adaptée. C'est formidable. Et pour moi, ça m'est insupportable. Parce que quid de tous ceux qui regardent ça, ils se disent, mais moi, c'est pas ma vie de tous les jours, moi. Moi, je suis bipolaire, je suis dépressif, c'est l'étiquette qu'on m'a collée. Et tous les jours, c'est super dur. C'est clair, c'est important. C'est important de dire ça parce que beaucoup de gens qui souffrent ont cette punition. C'est de leur faute. Au fond, il y a quelque chose. Au fond, c'est aussi ça qui se passe. C'est que tous les gens qui vivent une dépression, qui sont bipolaires ou d'autres formes de souffrance psychique, même moins graves, c'est quand même de leur faute. Au fond, ton livre montre que non seulement c'est pas de leur faute, mais il faut habiter cet espace. Et quand bien même ce ne serait pas de leur faute, il faut absolument qu'ils aillent mieux. Oui. C'est ce que montrent les réseaux sociaux. Quand même beaucoup. Oui, c'est clair. Il faut aller mieux, mais ce côté, moi, j'entends beaucoup de gens qui, au fond d'eux, ils ont l'impression, oui, c'est de leur faute, peut-être ce serait mieux de dire, ils sont un peu exclus de la société parce qu'ils souffrent. Et au fond, ton livre veut montrer, pas d'un point de vue théorique, mais d'un point de vue, je disais, émotionnel, qu'on peut se réhabiliter ça. Oui, qu'on peut se le permettre. Qu'on peut se permettre d'aller mal aussi dans ce monde. Et durablement, enfin je veux dire, pas durablement, mais sur une longue période aussi. On vit comme des enfants, pour moi on vit comme des enfants. En quel sens ? On est dans un monde où il faudrait toujours aller bien, c'est le monde des oui-oui, des bisounours, tout va bien, et puis finalement, oui, on peut pleurer, mais pas trop longtemps. Et puis, c'est vraiment ce contre quoi je m'insurge, je pense vraiment. Même parfois sur les réseaux sociaux, on voit « J'ai perdu mon père, j'ai perdu ma mère, mais quel chemin merveilleux parce que je sais qu'il m'a envoyé un signe derrière les étoiles. » Le deuil, c'est pas ça, en vrai. Le deuil, c'est pleurer, c'est pas savoir comment on va se lever le matin, c'est pas savoir comment on va travailler, c'est parfois... et ça prend du temps. C'est vrai, c'est important de dire ça. Ça, c'est la réalité de nos vies. Et ce grand décalage entre la réalité et ce qu'on nous montre ou ce qu'on devrait faire
nous rend encore plus malades. C'est tout à fait juste. Une des questions que tu poses, et en partie à travers tes personnages, c'est si je perçois ce que l'autre ne perçoit pas, lequel des deux dit vrai? Alors c'est quoi là? Qu'est-ce que tu peux... Parce que nous avons chacun notre propre perception de ce monde, une perception biaisée. Et la norme veut donc que... Mais si j'arrive à percevoir, par exemple, autour de toi, Fabrice, autre chose que tu ne vois pas, pourquoi ça serait moi qui serais folle? Pourquoi ma perception serait erronée? C'est abyssal là, comme question. Oui. C'est abyssal et en même temps, la science aujourd'hui s'intéresse à ces questions. Parce que la physique quantique, c'est ça aussi. C'est-à-dire? C'est-à-dire que l'observateur joue un rôle dans la perception, dans ce qu'on dit réel. Moi, je pense que nous sommes à l'aube de découvertes qui vont nous montrer que notre réalité n'est pas celle que l'on croit. Qui vont nous permettre de sortir de cet enfermement dans cette sorte de normalité. Un des axes aussi du livre, et là tu marches vraiment sur un fil, c'est même difficile de voir comment tu tiens sur le fil, c'est de montrer que, pour une part, la folie, c'est une faille dans le contrat collectif du réel plutôt que d'un individu défaillant. Oui, c'est très bien dit. Mais ça du coup, c'est vraiment un fil, parce que tu ne dis pas pour autant... C'est ça que tu dis pas la folie a raison, c'est bien d'être fou. Tu essaies juste d'avoir la compassion de comprendre que la folie n'est pas qu'une maladie psychique, mais aussi une maladie sociale, une maladie de l'accueil, une maladie de l'impossibilité d'accueillir celui qui est différent. Et moi, qui, comme tout le monde sait ici, insiste beaucoup sur dépsychologiser tout, on voit là que tu as un rapport très social, très comprenant tout l'environnement politique, au fond. Peut-être que beaucoup de gens qui souffrent, il y a une part de leur souffrance qui est bien sûr liée à une forme de maladie, mais aussi du non-accueil que la société fait de cette souffrance qu'on a dit d'avant. Faut qu'on aille bien, faut qu'on s'en sorte, faut que tout devienne positif, qui est une manière de ne pas aider les gens, et donc ça renforce la souffrance. Donc ça, c'est ça la ligne, le fil ténu, ténu sur lequel tu te tiens, un peu miraculeusement, si je peux dire, voilà, comme lecteur, je trouve ça un peu miraculeux. Je me dis, mais comment elle fait? Parce que voilà, ça pourrait très vite, on dit, ah non, ça pourrait très vite devenir une idée. Et donc évidemment, là, on est obligé d'en parler, mais dans le livre, c'est comme un morceau de musique. Chaque note compte, donc chaque mot compte. Donc c'est un peu difficile ici d'en parler. Parce que si tu tiens vraiment sur le fil, ça pourrait très vite tomber, la folie, c'est bien. Parce que pas du tout que tu dis, tu montres vraiment la souffrance de tes personnages qui traversent d'une manière différente. Différentes manières de plus réussir à vivre et de plus y arriver. Et en même temps, c'est ça, est-ce que tu es d'accord sur ce paradoxe, sur ce fil dans lequel tu essayes de tenir ton écriture? Oui, parce que dans cette société très clivée, très polarisée, on est souvent sur du « ou ». Ou, c'est ça ou ça. Moi, j'aime bien le « et ». C'est ça et ça. La souffrance, c'est et de la souffrance. La folie, c'est et de la souffrance. Et une forme de lumière, d'intelligence, parce qu'on n'est pas fou par hasard. Dans la folie, quelque chose essaye de se dire qui ne pourrait pas se dire autrement. Est-ce qu'on peut écouter ce que la folie essaye de dire? Exactement. Et on ne l'écoute pas. Et on ne l'écoute pas. D'ailleurs, les psychiatres, bien souvent, je ne veux pas jeter la pierre aux psychiatres, mais bien sûr qu'il y en a qui le font différemment. Mais la façon dont ils sont formés, d'ailleurs. Leur formation, c'est pas d'écouter, c'est directement de soigner. De donner un médicament qui va enlever
le délire, qui va enlever la souffrance. Ils sont formés à ça. Alors qu'il faudrait d'abord commencer par écouter. Oui. Entendre qu'est-ce qui se dit derrière. Au fond, c'est ça que tu fais dans le livre. Donc ce Yvan qui est venu te visiter, tu l'as écouté. Oui. Tu as essayé de réparer un peu le manque d'écoute. À travers Yvan, on pourrait dire que tu essayes d'écouter ce qu'on n'écoute pas. Oui. Ce qu'on n'écoute pas en nous, ce qu'on n'écoute pas dans le monde. Mais c'est aussi ce que j'ai fait dans mon travail. Écoutez. Alors, Yvan, il écrit, il parle, il y a des monologues d'une grande intensité, et il raconte avec beaucoup de lucidité, des fois avec un peu d'humour noir, Oui. ce que signifie vivre avec des voix qui commandent, insultent et contredisent. C'est ça ? C'est ça. Et comment ça lui est arrivé ? Comment ça a commencé ? Oui. Est-ce que tu veux, encore une fois, on ne va pas tout raconter, mais pour quand même ancrer un peu, le présenter ? C'est un jeune homme qui a été diagnostiqué, qu'on lui a mis une étiquette de schizophrène à l'âge de 17 ans. Il en a 27, ça fait 10 ans. 10 ans qu'il est en errance entre l'hôpital et son petit studio. C'est le cas de beaucoup de personnes qui ont cette étiquette psychiatrique, il faut le savoir. Pourquoi ? Parce que on donne des médicaments, à un moment le patient ne prend plus ses médicaments, le délire revient, donc il refait un tour à l'hôpital psychiatrique. On le remet sous médicaments. Alors ça c'est la réalité de ce que vivent ces patients. Et bien souvent il n'y a pas tant d'écoute que ça. On n'écoute pas le délire. Il est schizophrène. Ah, il délire. Allez, faut le shooter. Puis quand il sera shooté, il fera moins de bruit. Dans ce que tu décris, voilà, encore une fois, c'est très subtil. C'est pas la naïveté de dire il faut pas qu'il y ait de médicaments, il faut pas étiqueter les gens comme schizophrènes. Mais c'est de montrer que si on fait ça sans rencontrer la personne, c'est atroce. C'est atroce. C'est de la maltraitance. Il y a beaucoup de maltraitance en psychiatrie. Énormément. Énormément. Et au fond, la maltraitance dans la psychiatrie, c'est la maltraitance générale de notre monde, et c'est la maltraitance que chacun d'entre nous tend aujourd'hui à avoir envers ses propres failles, ses propres émotions, ses propres difficultés. Au fond, c'est tout ça. Moi, je raconte souvent, le délire de notre monde est complètement fou. On parle d'émotions positives. Si jamais... Mais les gens devraient juste se dire, mais qui a inventé une idée aussi monstrueuse qui aurait des émotions positives et des émotions négatives ? Tout à fait. Donc on voit bien, si on n'est même pas capable d'accueillir toutes les émotions dans ce qu'elles ont à nous dire, comment on peut... tout découle... on voit de là embryonnairement ce que tu décris à un niveau plus ample, d'une sorte de... C'est-à-dire que des fois, en les entendant, on se dit, mais il y a des personnages qu'on étiquette comme fous, mais notre société est tout à fait folle. Mais c'est ce que pointe Yvan. Il pointe... lui, que l'on qualifie de fou, pointe que cette société est folle. Voilà. Et c'est... En quoi notre société est folle pour Yvan ? Justement, dans ce bien-être à tout prix, dans ce clivage qu'il y a entre normalité et folie, finalement. À un moment, il regarde un journal, il dit le Premier ministre a bien besoin d'antidépresseurs lui aussi. Justement, dans cette façade qui exclut. Moi, je pense qu'on est dans une société, et d'ailleurs, c'est, je crois, une des causes aussi de la maladie de la société, qui exclut beaucoup. Avant, on vivait, le fou du village, il était dans le village. Il participait aux fêtes, il était avec tout le monde. On le faisait travailler. Aujourd'hui, on isole, on exclut, on met à distance nos anciens. On vit plus avec les anciens, ils sont dans les EHPAD. Tous ceux qui sont différents, ils sont dans des hôpitaux, on les met dans des appartements thérapeutiques, on les isole, on les exclut. Ils font plus partie. Il faut que le monde là dans lequel on vive soit très opérationnel, sur papier glacé, que tout fonctionne
vraiment de façon presque fausse. Oui. Alors, il y a un autre... Ce qui est beau, c'est qu'il y a plein de personnages qui vont entrer en relation comme ça, créer des liens. Donc, c'est toute l'histoire du roman. Et donc, on va parler d'un autre personnage, parce que c'est une autre forme de ce qu'on appelle folie. C'est Joséphine. Oui. Donc, elle est aussi venue te parler. Oui. Est-ce que donc tu peux dire qu'est-ce que Joséphine ne peut plus supporter? Alors, pour Non, être plus exact, Oui. pardon, Joséphine n'est pas venue me parler, c'est Yvan qui m'a parlé de Joséphine. Peut-être il faut commencer par raconter objectivement, enfin, ce qu'on voit de l'extérieur, et après peut-être l'expérience intérieure. Donc de l'extérieur, qu'est-ce que vit Joséphine de l'extérieur? Joséphine, elle est tombée amoureuse d'un homme marié. Et elle aussi, elle a un esprit fantasque qui a été qui est maîtrisé par ses parents, en tout cas une tentative vraiment d'étouffement de cet esprit. C'est plié à ce qu'on voulait d'elle. Et dans cet amour pour cet homme marié, son esprit fantasque total se réveille et elle est au bord de la folie. Donc elle tombe amoureuse de cet homme. De cet homme marié. Elle en Et là, fait presque une obsession. Hein. Au début, ça va bien, puis ça devient de plus en plus obsessionnel, plus en plus obsessionnel. Voilà, il la quitte, hein, et elle se dit qu'elle ne veut plus vivre. Et c'est aussi finalement cette réflexion sur notre façon d'aimer. Bien sûr, il ne s'agit pas d'aimer de façon obsessionnelle. Mais c'est une jeune fille très entière, elle ne comprend pas le mensonge. Parce qu'en fait, voilà, donc de l'extérieur, elle est folle parce qu'elle est dans un délire amoureux jusqu'au point d'après de vouloir mourir quand il la quitte. Oui. Mais quand on commence à rentrer dans ce qu'elle vit dans l'intérieur, elle ne supporte pas le mensonge de cet homme qui, au fond, veut juste s'amuser avec elle et la instrumentaliser. Et au fond, c'est ça. Elle est considérée comme folle. Lui est considéré comme, voilà, normal. Oui, normal, il s'amuse. Voilà. Ouais. Et au fond, le livre montre, mais est-ce que c'est pas lui qui est fou? C'est ça. Est-ce que c'est pas fou d'agir comme ça, d'instrumentaliser cette pauvre jeune fille pour juste avoir un peu de plaisir d'elle, sans jamais avoir une relation sincère? C'est ça, exactement, ça s'inverse. Et ça devient insupportable. Et donc c'est ça, c'est à nouveau la compassion. Quand on voit, c'est pour ça que j'ai sur le fil, c'est pas une justification quoi que ce soit, mais la compassion pour Joséphine fait qu'au lieu d'être juste condamnée, elle fait plus partie du cercle des gens qui réussissent parce qu'elle fait une tentative de suicide. Elle est réintégrée par la compassion du livre à une forme... Voilà, elle est réintégrée, elle est reconnue. Mais qui est fou? Celui qui fait semblant tout le temps? Qui triche, qui ment? D'ailleurs, c'est une question que pose Yvan. Ou celui qui a un cœur entier, qui ne sait aimer que comme ça, complètement? En même temps, c'est tellement subtil, en même temps, tu vas montrer qu'il y a un chemin pour chacun d'entre eux. Oui. C'est-à-dire que Joséphine, elle va pas être... Elle va dépasser, elle va garder son cœur entier, mais en dépassant, je sais pas comment dire, l'illusion dans laquelle elle était. Elle va rentrer dans une autre dimension de l'amour. Oui, tout à fait. Mais au fond, ce que tu montres, c'est qu'il y a un chemin pour chacun d'entre nous qui ne va pas consister à effacer notre folie, mais à apprendre à l'habiter autrement, à la reconnaître autrement. Exactement. Et la reconnaître avec d'autres. La reconnaître avec d'autres, parce que le lien à l'autre est très important. Oui, c'est encore le côté non psychologique du livre. C'est qu'on ne peut pas s'en sortir en se regardant soi-même, mais c'est vraiment le rapport à l'autre qui libère, qui sauve, un rapport authentique et profond à l'autre. Oui, et parfois pas si profond que ça. Oui, t'as raison. Le seul fait que Yvan soit regardé par un gérant d'une épicerie, enfin d'une supérette, différemment, qui lui donne un cajot de légumes, peut suffire parfois. À nous réinstaurer dans notre humanité et oui. faire que d'un seul coup on se dit « Ah, oui. je ne suis pas normal.
C'est Je ça. suis, enfin, Pour lui, je le suis pas. oui, Pour lui, je suis juste un jeune mec. Voilà, qui a besoin d'aide, voilà. qui a besoin d'un petit coup de pouce. C'est ça, Et donc le petit coup de pouce, ça me fait plaisir de le faire. exactement. Donc je lui donne un cajot de légumes parce que je vois qu'il a pas un sou. C'est ça. Mais je lui demande rien. Bah non. Et j'ai pas besoin de quoi que ce soit, je lui donne juste. C'est ça. Et moi, je crois beaucoup à ces petits gestes de la vie qui sont très simples, hein. Là, moi je dis toujours, c'est vrai, quand on regarde notre propre vie, ce qui nous a aidés, c'est souvent des choses que personne n'a remarqué, que la personne qui a dû faire n'a même pas remarqué. C'est ça. Et à un moment, on était très mal, quelqu'un nous tend un verre d'eau, rien d'autre, et d'un coup, Ça y est. Voilà. ça. Faire des choses comme ça, des petits moments de vie infimes et extrêmement lumineux, qui viennent souvent là où on ne les attend pas. Parfois, quand on traverse des drames, on se dit, mais c'est mon meilleur ami, il va m'aider, ma famille. Non, c'est le voisin, on le connaît pas. D'un seul coup, hop, je vous ai fait de la soupe. J'ai vu, vous étiez pas bien. On va prendre un autre personnage, Laurette. Alors elle est venue me parler. C'est pour ça qu'elle a un phrasé très différent. C'est vrai. J'avais pas fait attention maintenant que tu dis, mais oui, Ouais. c'est vrai. Elle a son phrasé à elle, et elle est venue vraiment me parler, elle. Et elle m'amusait beaucoup quand j'écrivais ce qu'elle me disait. Elle m'a beaucoup amusée. Alors, qui est Laurette et quelle est, elle, l'épreuve qu'elle fait? Laurette, c'est une femme plus âgée. Donc elle n'a pas de voix, elle n'entend pas de voix, elle n'a pas de passion délirante, elle apparaît pas, dans la notre société, elle apparaîtrait pas d'abord comme quelqu'un qui serait du côté de la folie. Oui. Mais elle a fait une sorte de burn-out, selon elle. Et elle se retrouve au bord de la mer. Qu'est-ce qui lui est arrivé? C'est quoi le... Enfin, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Moi, c'est ça pour ma question. Qu'est-ce qu'elle t'a dit et qu'est-ce que toi tu as fait par rapport à elle? Alors, ce qu'elle m'a dit, elle m'a raconté son histoire, elle aussi. Pourquoi elle se retrouvait au bord de mer. Pourquoi elle a fait un burn-out? C'est quoi son métier? Pourquoi elle a fait un burn-out? Travailler dans des bureaux. Et à un moment, elle n'y arrive plus. Elle n'arrive plus à répondre aux demandes de sa hiérarchie. Elle n'arrive plus à vivre correctement. Elle n'arrive plus. Et elle ne sait pas pourquoi elle n'y arrive plus. Mais ce qu'elle sait, c'est qu'elle est très fatiguée, qu'elle se repose donc au bord de la mer. Elle est drôle. Elle est, ouais, elle est drôle. Elle est caustique, on va dire. Elle aussi, elle a un regard sur le monde, un peu amusé, du haut de sa falaise. Est-ce que c'est aussi... est-ce que son histoire, est-ce que sa place dans le roman, est-ce que ce qu'elle nous dit à nous aujourd'hui, c'est que notre société fabrique des états d'épuisement psychique qui ressemblent à rien de spectaculaire, qui passent inaperçus parce qu'ils paraissent raisonnables, mais qui ne sont pas raisonnables du tout. Oui. Mais sans déflorer le roman, on découvrira que c'est un peu plus complexe, hein. C'est clair. Voilà. C'est compliqué ici d'en dire plus. C'est clair, il ne faut pas trop en dire plus, parce que moi je pense que voilà, il faut donner aux gens envie de lire le livre et en même temps que dans notre dialogue, ça donne envie aux gens aussi de faire ce travail de compassion que tu fais. Tu parles beaucoup du poison qui est transmis. On a parlé là de comment un geste très simple de quelqu'un peut ouvrir la personne à la vie. Oui. Et aussi, tu montres aussi l'inverse. Comment le regard de quelqu'un peut être un vrai poison. Oui. Et là, tu décris beaucoup les proches, la famille des personnages ont vraiment un regard qui parfois transmet du poison. Oui, sans qu'il le veuille vraiment parfois. Pour Yvan, sa famille, elle n'est pas spécifiquement toxique. On n'est pas dans des... là encore, j'ai essayé d'être au plus juste, hein, je pense. On n'a pas toujours la famille ultra toxique, maltraitante. Là, c'est des parents qui se déchirent,
qui finalement ont peu de disponibilité pour leurs enfants, et quand survient la maladie, c'est déjà trop dans leur histoire de couple. Ils se séparent et finalement ils sont peu présents à leurs enfants. Parce que... Puis ils ont honte. C'est peut-être peut-être le seul moment de poison, c'est juste la honte qu'ils ont. Oui, oui, le père a honte de son fils. Et le fils sent cette honte et c'est terrible. Et il pense aussi que sa sœur a honte d'ailleurs, que tout le monde a honte de sa maladie. C'est très beau. Bon, là, on va pas raconter, mais la rencontre avec sa sœur et le renversement avec sa sœur, c'est un moment bouleversant, mais tellement vrai. Peut-être on peut clore notre entretien peut-être on peut clore notre entretien en, si tu veux bien expliciter le titre du livre. Ah. Nos folies, parce que nous sommes tous fous, quelque part. Nous sommes tous border, quelque part. Même si certains s'adaptent mieux que d'autres, ou apprennent à s'adapter mieux que d'autres. C'est important de le dire. Moi, je pense que dans mon écriture, il y a une forme de folie aussi. Enfin, j'entends des voix. Finalement. J'en fais peut-être des romans, mais j'entends des voix, moi aussi. J'ai bien d'autres énergies qui viennent me parler aussi. Donc, est-ce que c'est de la folie ou c'est une autre perception ? Donc, nos folies. Invisibles parce que il y a une phrase dans ce roman que j'aime bien. Je dis que j'aime bien comme si je l'avais pas écrite, mais j'ai tellement le sentiment de ne pas écrire mes romans, voilà, d'un script finalement. Entre moi et moi, il y a un monde où tu n'es pas. Je ne sais pas, Fabrice, ce qui se passe dans ta tête à ce moment précis. Tu ne sais pas ce qui se passe dans la mienne. Tu sais pas que. Tu comprends je ne sais même pas ce qui se passe dans la mienne. Voilà. Parce qu'en fait, c'est ça Mais tu as des pensées, tu vois, tu as des choses qui te traversent. C'est clair. Mais on est à soi-même tellement énigmatique. C'est ça. Donc il y a des pensées qui te traversent, que tu attrapes parfois, que tu n'attrapes pas, qui font juste passer. Tu ne sais même pas d'où ça vient. Et moi, je ne les connais pas, tu vois. Je vois de toi ce que je vois là, assis dans ce fauteuil, et tu vois de moi ce que tu vois assis dans ce fauteuil. Qu'est-ce qui se passe ? Tout ce qui se passe dans ma tête aussi. Donc c'est invisible tout ça. Ce qui se passe à l'intérieur de nous, c'est invisible, mais aussi, bien sûr qu'il y a cette part d'invisible. Spirituel dans ce roman. Moi, je dis souvent que les romans, finalement, que j'écris sont des romans initiatiques. J'essaie d'offrir dans ce roman un autre regard sur la folie. Oui, on n'a pas parlé de ça. Oui, j'aurais dû, parce que, au fond, c'est un livre spirituel. C'est de montrer que il y a une aspiration spirituelle. Les gens sont fous parce qu'ils ne peuvent pas renoncer à une aspiration de quelque chose de plus vrai, de plus authentique et de plus profond. On ne sait pas expliquer la folie autrement aujourd'hui. En tout cas, on ne veut pas l'expliquer autrement que par de la neuro. Alors maintenant, on cherche des gènes à tout. Hein. Mais il y a des raisons à ça. Parce que si c'est génétique, ça veut dire des traitements à vie. Hein. Bon. Donc des laboratoires qui vont avoir des patients à vie. Mais peut-être que la folie, certaines formes de folie, parfois, et je n'ai pas envie de généraliser, sont aussi une ouverture à un autre monde. Et puis même ce que tu montres, c'est sur un fil. Même la folie, qui est une intense douleur, elle est une intense douleur qui a un sens, et refuser le sens de cette douleur, c'est terrible. Au fond, c'est ça. Il y a dans toute forme de folie une demande de sens. Et de refuser ce sens, c'est ça qui est barbare. Bien sûr, on peut apaiser les gens avec des médicaments, mais si c'est fait au détriment d'entendre, de la rencontre, de l'entente et du sens, c'est au fond ça qui est insupportable. Oui. Donc, parce que je suis plus reconnu, je suis condamné, je suis jugé, je suis empoisonné par le regard de l'autre, et je suis en faute, et rien de ce que je vis n'a de sens. Or, toute folie a un sens. Toute folie a un sens, oui. Toute maladie a un sens aussi, quelque part. Et l'idée, c'est vraiment d'essayer d'entraîner le lecteur dans cette descente en soi, pour qu'il s'interroge lui-même sur ses failles, ses folies, les endroits où il est limite, où il est au bord de cette falaise, lui aussi. Mais pour l'aider, pour le prendre par la main,
et pour l'aider à remonter et à regarder le monde un peu différemment. C'est sûr qu'en lisant ton livre, ça nous aide à apprivoiser ce qu'on voudrait peut-être pas regarder en nous, Oui, à l'apprivoiser, parce que, au fond, ton regard, comme que j'ai dit, ce regard de compassion devant la folie de tes personnages, tu essaies de nous le transmettre envers nous-mêmes. Que nous Oui. puissions avoir ce regard-là envers nous-mêmes. oui, ce regard de compassion envers nous-mêmes. Oui, exactement. Et d'arrêter de se fustiger parce qu'on ne rentre pas dans les cases. Et ne pas rentrer dans les cases, c'est ce qui va être aussi initiateur de créativité. Notre créativité, elle passe aussi par ces moments comme ça, où on sort du cadre, sinon on ne peut pas créer. Donc il faut de la folie pour créer. C'est clair. C'est très important. Merci infiniment. Merci d'être Fabrice. venu. Je pense que c'est, comme je l'ai dit tout au long de ce dialogue, je crois que c'est tellement important le pas que tu nous invites à faire. Merci beaucoup. Merci d'avoir suivi cet épisode de dialogue. C'est vraiment un vrai merci parce que c'est vraiment précieux que vous ayez vu cet épisode jusqu'au bout, que ça vous parle, parce que je fais ça pour vous. Donc c'est vraiment un échange et je suis vraiment conscient aujourd'hui qu'autour de dialogue, il y a véritablement une communauté de gens pour qui prendre soin du monde, prendre soin de soi, prendre soin des autres compte beaucoup. Et c'est vraiment merveilleux de voir qu'on est ainsi une communauté. Alors n'hésitez pas à partager, à liker. Ça a l'air de rien, mais c'est vraiment très important. Ça participe d'une sorte de contagion heureuse dont notre monde a bien besoin. Je vous embrasse et je vous dis encore une fois merci.